notre corps, c'est une belle machine et le fait d'enchaîner, il prend ses habitudes. C'est plus facile, entre guillemets, d'enchaîner un ultra toutes les 2 semaines que de faire un ultra tous les 6 mois. Niveau physiologique, si on a les capacités et la chance comme moi de pouvoir récupérer sans se blesser, en fait, de pouvoir faire ça sans se blesser, ben, le fait d'enchaîner tout le temps, notre corps s'adaptera plus facilement que si on lui demande ça une fois tous les 6 mois. Prenez du plaisir. Franchement, c'est la chose la plus importante. Peu importe les résultats qu'on fait, la place qu'on a ou quoi, ce qui compte, c'est de faire ce qui nous plaît et c'est de prendre du plaisir en le faisant. Moi, c'est le plus important. Il y a 2 options. Soit je m'arrête et je dors, mais pour faire une course qui fait 2 nuits maximum, 2-3 nuits, on n'a pas vraiment besoin de dormir. Donc, moi, ma façon à moi, c'est d'accélérer un peu, de faire monter un peu le cardio. Et quand le cardio il monte, ben, du coup, on n'a plus envie de dormir, tout simplement. À Terreda, j'ai commencé à voir qu'il était déjà 16-17 heures, hein, voire 18 heures, je ne sais plus quelle heure il était. Mais c'est là où je me suis dit, bon, la deuxième nuit, on va quand même bien l'entamer. La deuxième nuit du 128, donc la quatrième nuit de mon aventure. Et voilà, et c'est là où je me suis dit, j'espère que je vais tenir le coup, j'espère que je vais pas m'endormir. Jusqu'au bout, j'avais ça en tête de dire, continue à courir pour pas s'endormir, en fait. Bonjour à tous. Et oui, l'heure de la rentrée a déjà sonné. Je suis ravi de vous recevoir dans le premier épisode de cette nouvelle saison de Course épique. J'espère que vous avez tous passé un bel été, les baskets aux pieds et Course épique dans les oreilles. N'oubliez pas de vous abonner à Course épique sur les différentes plateformes de streaming et en parler autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager la destinée de ces coureurs amateurs ou confirmés qui ont vécu un jour une course hors du commun. Vous avez vous-même vécu une course épique? Vous souhaitez me donner des idées pour un prochain invité? Vous pouvez m'écrire à l'adresse guillaume@courseepique.fr pour partager vos suggestions. Pour démarrer en fanfare cette rentrée, je vous propose de faire plus ample connaissance avec Lucas Papi, l'homme que l'on appelle parfois l'ultra-terrien, un terme parfaitement adapté au regard de son incroyable talent. Insatiable passionné d'ultra, Lucas a la particularité de réussir à enchaîner les courses, là où la plupart des coureurs éprouvent très légitimement le besoin de prendre le temps de se régénérer après chaque épreuve. Lucas n'est lui jamais en souffrance. Pour vous donner un ordre d'idée, il participe à près d'une cinquantaine de courses chaque année et a couru 10 000 km sur la seule année 2019. À son riche palmarès figure notamment la Montagnarde en 2015, le Tour des Glaciers, une épreuve d'ultra-trail XXXL de 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif, ou encore la Transgrande Canaria où il a particulièrement brillé. Au-delà de ce que son palmarès dit de lui, Lucas est connu pour son extrême gentillesse, sa bienveillance, sa simplicité et sa disponibilité. Si vous le croisez sur une course avec sa chevelure bouclée reconnaissable entre mille, n'hésitez pas à aller à sa rencontre, vous ne le regretterez pas. Dans ce nouvel épisode de Course épique, Lucas nous embarque avec lui pour vivre son incroyable aventure à la Transgrande Canaria en 2019. Inscrit sur la 360, une course de 264 km et 13 000 mètres de dénivelé positif, Lucas décide alors de se lancer un défi fou. Il va le partager avec nous dans cet épisode. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Lucas, je suis ravi de te recevoir dans ce 11e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Ça va, tranquillement. Écoute, en pleine préparation des prochaines balades, hein. Des belles et longues balades. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Lucas, j'ai 40 ans, j'habite la région parisienne et je travaille dans un grand parc d'attractions juste à côté de Paris, hein. Puis quoi dire de plus, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé la course à pied et, et je m'éclate. Et tu as ta Et famille, voilà. si on parle un peu de toi et de ton entourage, c'est ta famille qui te suit de façon très régulière aussi sur les courses ? Tout à fait, j'ai ma famille qui me suit régulièrement sur les courses, ma femme et mon les petits Vivien des 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et puis voilà, puis ça se passe bien. Pour parler plus spécifiquement du sport, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas? À quel moment, toi, tes premiers souvenirs de sport, à quand ça remonte? Par quoi tu as commencé quand tu étais plus jeune ou ado? Alors moi j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé dès 6 ans avec la gym. Je faisais la gymnastique artistique. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. Ensuite je suis venu en France et j'ai un peu arrêté le sport. En 2003, je suis rentré pompier volontaire et du coup oui, c'était le sport d'entretien entre guillemets à la caserne comme tous les pompiers, mais rien de plus jusqu'en 2010 où on a fait le sémi de Paris avec justement avec la caserne et c'est de là où j'ai démarré la course à pied.
Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer ensuite vers le trail? Tu as découvert plus tardivement le trail ou comment ça s'est passé la bascule entre la course sur route et le trail? Comment tu y es venu? En fait, au CMI de Paris, j'ai trouvé un dépliant du marathon du Mont Blanc. Du coup, bah, je me suis dit, tiens, ce serait sympa d'aller le faire. Bah, à l'époque, en 2010, on pouvait encore s'inscrire limite sur place. Donc, 2 semaines avant le marathon du Mont Blanc, je me suis inscrit au cross du Mont Blanc, hein. 23 km, 1500 mètres. Je ne connaissais rien, hein. C'était vraiment mes débuts. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai fait 21, je peux faire 23. Puis 1500 mètres, ça me parlait pas trop, hein. Donc, je me suis dit, oui, bon, bah, je sais pas ce que c'est, on verra. Et ça s'est bien passé. Et des fils en aiguille, là, après les crosses du Mont Blanc, donc ça, c'était en juin. En septembre, je suis parti sur le trail des Aiguilles Rouges, 50 km avec 4000 mètres. Et en octobre, j'ai fait à peu près 80 km sur l'Ultra des Templiers. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai Tu as été commencé. très vite sur des distances plus Ouais, significatives encore. ouais. Et donc, tu as un palmarès de trail qui est assez étourdissant. Si dans quelques années, tu devais raconter à tes petits-enfants autour d'un feu de bois, tu m'as dit que Vivien a seulement 2 ans et demi, donc on a un petit peu de temps devant nous, mais projetons-nous dans quelques décennies. Qu'est-ce que tu voudrais partager avec eux, toi, comme moment marquant de ta carrière jusqu'ici? Ouf, il y a plein de moments en fait. C'est pas forcément pas forcément les victoires ou quoi. C'est des moments un peu de tous les jours, enfin de tous les jours, de toutes les courses, on rencontre des gens, on voit des beaux paysages, c'est un peu tout ça, c'est un peu toute l'évasion et tout. Après il y a des moments comme à Gran Canaria l'an dernier où j'ai enchaîné les 2 courses, c'est vrai que c'était sympa. Le Tour des Glaciers, pareil, c'est une très belle course, mais non, il y en a tellement, voilà, je saurais pas par où commencer. Quel accomplissement, toi, tu trouves dans ta pratique? Qu'est-ce que ça te procure au quotidien comme sentiment? Ben, moi, ça m'a aidé un peu à me trouver, j'ai envie de dire. Ça m'aide un peu à trouver mon équilibre, tout simplement. Ça fait partie de moi, la course à pied. Maintenant, je fais ça tout le temps. Et voilà, c'est un peu mon petit moment à moi quand je vais courir. C'est un peu, voilà, les moments où je prends du temps pour moi, en fait, tout simplement. Et dans ta façon d'appréhender les courses, quelles sont toi les valeurs dans lesquelles tu te retrouves avec cette pratique-là et qu'est-ce que pour le coup tu as envie de transmettre plus que des moments, mais plus un état d'esprit ou des valeurs qui sont pour toi associées à la course à pied et qui sont fondamentales dans toi, ta personnalité, ta façon d'appréhender la vie? Bah, il y a beaucoup ce sens du partage, le fait de pouvoir partager les choses, de pouvoir voilà, partager un moment avec les gens, de pouvoir passer du temps du temps dans la nature, ces choses-là. Puis entre guillemets, de prendre le temps de vivre, même si on court, hein. Au final, c'est pas forcément courir, c'est entre guillemets aller vite, mais d'un côté, on prend un peu son temps pendant ces moments-là. Quand on fait un ultra, on a du temps un peu pour soi, pour tout ça. Et quels sont les critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? Qu'est-ce qui te fait opter pour l'une ou l'autre? Comment tu choisis? C'est le kilométrage, c'est la destination, c'est le fait que tu l'aies Euh, déjà faite ou au un contraire peu, jamais faite? un peu de tout. Je reviens beaucoup sur les courses que j'ai déjà fait parce qu'on tisse des liens, parce qu'on connaît des gens, ça fait voilà, des raisons d'aller voir les amis et tout. Après, j'aime bien aussi découvrir, donc à chaque fois, j'irai aussi dans des endroits nouveaux. Après, les critères, il y en a pas vraiment. J'aime bien faire un peu de tout. J'aime bien faire des courses où on est 50 au départ et 20 à l'arrivée, voilà, qui font 400 km, comme des courses où on est 2000 au départ. Moi, je préfère les plus petites organisations, mais après c'est vraiment c'est un ensemble. C'est le calendrier, c'est les conditions dans lesquelles on va y aller. Voilà, faut que j'arrive à prendre un peu de temps, en fait, entre guillemets des vacances, parce que avec la famille, on descend pas pour 3 jours. Donc c'est vraiment tout un ensemble, en fait. Pour les gens qui te connaissent un peu, tu as enfin moi je trouve un calendrier de courses qui est assez impressionnant, voilà, le nombre de courses sur lesquelles tu t'alignes chaque année. D'où te vient, tu penses, cette capacité à enchaîner avec un rythme aussi soutenu? Là, au moment où on se parle, tu vois, tu sors d'une course en Belgique de plus de 150 km qui était il y a 3-4 jours. Tu vois là déjà reparti sur les sentiers là, puisque tu repars sur l'échappée belle dans quelques minutes. Comment est-ce que tu arrives à enchaîner tout ça? Est-ce que tu penses que c'est une capacité physique particulièrement incroyable ou des dispositions, des facilités que tu as? Comment t'expliques tout ça? Moi, je pense qu'il y a un peu de dispositions qui sont chacun est différent. Moi, j'ai la chance entre guillemets de récupérer assez rapidement. Je pense que c'est aussi du fait que je suis jamais vraiment à bloc sur mes courses, je vais pas jusqu'à me faire mal en fait.
et du coup, la récupération se passe bien. Et je pense aussi, et je suis pas le seul à penser ça, que notre corps, c'est une belle machine et le fait d'enchaîner, il prend ses habitudes. C'est plus facile, entre guillemets, d'enchaîner un ultra toutes les 2 semaines que de faire un ultra tous les 6 mois. Niveau physiologique, si on a les capacités et la chance comme moi de pouvoir récupérer sans se blesser, en fait, de pouvoir faire ça sans se blesser, le fait d'enchaîner tout le temps, notre corps s'adaptera plus facilement que si on lui demande ça une fois tous les 6 mois. La question va paraître surprenante parce que tu as un niveau évidemment très exceptionnel dans la course à pied. Est-ce que tu penses avoir des points d'amélioration ou à défaut, est-ce que tu as l'impression certains types d'efforts qui te procurent un peu moins de plaisir ou qui sont peut-être un petit peu plus difficiles pour toi que d'autres? Il y a toujours des points d'amélioration, il y a toujours voilà, on n'a jamais fini d'apprendre à se connaître non plus. C'est vraiment, on s'améliore tout le temps et on en apprend tout le temps, en fait. Pour moi, on n'a jamais fini d'apprendre, d'évoluer. Moi, à chaque course que j'ai fait, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai bien fait, mal fait? Est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est vraiment, c'est une question que je me pose en permanence. Pour conclure cette introduction, est-ce que tu pourrais nous raconter la façon dont une semaine type s'organise pour toi et la façon dont tu fais coexister à la fois la course à pied, qui est évidemment très présente, et puis ta vie de famille, dont on en a parlé tout à l'heure, et puis ta vie professionnelle aussi? Une semaine type, c'est simple. Moi, je travaille normalement du lundi au vendredi. Donc, les jours de travail, les matins, selon les horaires, hein, ça peut être 6h45 jusqu'à 14-15h, comme ça peut être des midi 13h jusqu'à 22h. C'est simple, je compte 2 heures avant et 2 heures après le travail parce que je pars de chez moi en courant. Donc, il y a 12 km, 12 à l'aller et 12 au retour. C'est comme ça que ça se déroule ma semaine. La semaine, c'est quand je suis du matin. L'après-midi, j'essaye de rester un peu avec les petits et vice-versa quand je suis du soir. Voilà. Donc voilà, par rapport à ça, j'essaye vraiment de m'occuper un peu du petit quand je peux, mais la semaine, quand je travaille, j'ai vraiment très peu de temps et c'est pour ça que je m'entraîne en allant et en revenant du travail. C'est juste parce que je n'aurais pas le temps sinon. Et le week-end, est-ce que tu consacres du temps, quand tu n'es pas sur une course, est-ce que tu consacres du temps justement à faire d'autres types de sorties, des sorties plus longues ou d'aller chercher peut-être du dénivelé un peu plus ou pas Pas nécessairement vraiment parce que voilà, quand je suis pas sur une course, il y a la famille, il y a les petits, donc voilà, je suis tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps avec les petits, donc l'entraînement, il y en a pas vraiment. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Lucas. On va passer désormais à notre séance classique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre d'apprendre à un peu mieux te connaître. La première question de cette basket chinoise, c'est si tu étais un personnage de fiction, quel serait-il? J'en ai pensé à beaucoup, j'ai pensé à beaucoup de personnages de fiction. Ça pourrait être Forrest, hein. Quelle drôle d'idée. Comme lui, tu peux Euh, courir sans t'arrêter. je prends la facilité, hein. Non, 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 mais attends, c'est un beau personnage. Ouais, Donc, ouais, c'est un film et une personnalité à laquelle tu es attaché. ouais, ouais. Et si tu étais un animal, quel animal aurait les traits de caractère qui te ressemblent le plus? Ou les capacités Alors physiques? peut-être un loup entre guillemets. C'est l'animal qui c'est un peu un animal un peu solitaire. Moi, je suis quelqu'un malgré le fait que j'aime bien parler, j'aime bien voilà partager les choses avec les gens, mais j'aime bien aussi être seul. J'ai besoin d'être seul aussi, et j'aime bien cet animal en fait. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire en particulier? Alors, il y en a un, c'est un Italien, il s'appelle Marco Olmo. C'est D'accord. juste parce que c'est le monsieur que quand tu le rencontres au Marathon des Sables, je l'ai rencontré en 2017, il devait avoir près de 70 ans. Donc à 70 ans, qui se plaint parce que il n'arrive plus à faire du 1400 mètres heure quand il monte. Il dit maintenant je plafonne à 1000 mètres heure. Il y D'accord. a près de 70 ans, voilà, il fait encore top 15 du Marathon des Sables. Euh, voilà, c'est un sacré personnage et j'aimerais avoir sa santé et son mental à 70 ans, hein. Pour ceux qui savent pas, Marc Olmo, il a gagné quand même 2 fois l'UTMB, les deux fois juste avant Kylian Jornet, hein, à 59 et 60 ans, je crois, ou 58, 59 ans. Donc voilà. Incroyable.
Bah écoute, merci Lucas. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Trans-Grande Canaria, et plus particulièrement son édition 2019 pour laquelle tu as réalisé un phénoménal exploit dont tu vas nous parler juste après. Quelques éléments de contexte préalables pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas la Trans-Grande Canaria, qui se tient chaque année au cœur de l'hiver sur Grande Canarie, l'une des îles Canaries espagnoles au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. La Trans-Grande Canaria compte plusieurs courses, et notamment la 360, une course très exigeante où les coureurs doivent parcourir 264 km avec un dénivelé cumulé de plus de 13 000 mètres. Cette grande aventure réunit chaque année plus d'une centaine de coureurs de 20 pays qui viennent profiter des décors contrastés de l'île, de ses ravins profonds, de ses forêts luxuriantes en passant par le terrain côtier et des zones volcaniques qui sont assez uniques au monde. La particularité de cette 360, et tu vas avoir le temps de nous la raconter, c'est qu'elle se court en semi-autonomie, c'est-à-dire pas de balisage, et on pourrait dire en semi-autosuffisance au regard du grand kilométrage qui sépare chacun des ravitaillements ou des bases de vie l'une de l'autre. Chaque coureur doit ainsi démontrer sa capacité à habilement naviguer en suivant la piste imaginée par l'organisation et veiller à ne pas dépasser les 101 heures de course de la barrière horaire. Les coureurs sont eux-mêmes en charge de leur approvisionnement et doivent donc mettre à profit au mieux les 5 bases de vie où ils pourront prendre une douche, manger, recharger les batteries de leur appareil ou se reposer. Avant que tu nous immerges avec toi au cœur de cet incroyable décor, on va faire un petit passage par notre rubrique La question qui pique de course épique, une question qui est gentiment piège et que je pose à chacun de mes invités. Pour cette question, Lucas, je voulais te rappeler à tes connaissances étymologiques, je suis sûr qu'elles sont nombreuses. Est-ce que tu sais de quel animal les îles Canaries tirent leur nom? Bah, je pense du canari. Eh bien, il y avait évidemment un piège. Et contrairement à ce qu'on Ouais, pourrait croire, j'essaie. effectivement, c'est pas, ça vient pas du nom de cet oiseau jaune, mais bien d'un autre Non? animal. En fait, durant l'Antiquité, les premiers explorateurs, ils ont accosté sur l'île principale et ils ont été surpris par un très grand nombre de chiens sauvages qui s'y trouvaient. Donc, ils ont relaté leur découverte et un historien qui s'appelle Pline l'Ancien, il a parlé de Canaria insulae, qui signifie littéralement l'île aux chiens en latin. Alors, il y a une version alternative selon laquelle certains pensent que ce sont plutôt des phoques, qu'on appelle également les chiens de mer, qui auraient massivement peuplé l'île et donc inspiré son nom. Et donc voilà, quoi qu'il en soit, les colons espagnols ont décidé de reprendre ce nom en transformant le terme Canaria en Canarias. Et si tu Ok, regardes bien, d'accord. peut-être la prochaine fois que tu iras, puisque c'est un des projets dans les prochains jours, tu verras qu'il y a 2 chiens qui figurent sur le drapeau de l'île. Donc voilà, tu penseras à moi la prochaine Ah fois oui, que tu verras ce drapeau, mais voilà, c'est l'explication. Bon, c'était pas d'accord. très facile comme question qui pique, c'était pour la petite histoire. Allez, cette fois, le moment est Ouais. venu de se plonger avec toi dans cette course épique au cœur de l'île de Grande Canaria. Avant de parler plus spécifiquement de l'édition 2019, est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de prendre le départ de ta première 360? C'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. C'était en 2017. C'était ma troisième fois à Gran Canaria parce que j'avais fait 2 fois l'édition classique. Et quand j'ai vu que cette course de ces formats-là, il sortait, j'ai j'en ai tout de suite parlé à AOA, mon sponsor, qui était partenaire à l'époque, qui est toujours partenaire de la Transgran Canaria. Du coup, voilà, moi, ça me paraissait quelque chose de très intéressant pour moi qui aime bien les très longues distances. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis l'idée peut-être de partir aussi en début d'année, c'est au mois de février habituellement, d'un peu s'extraire aussi de la grisaille qu'on peut avoir en France à cette période de l'année. C'était aussi peut-être Et c'est ça. C'est un ça. contexte favorable. Ouais, c'est des copains en fait, juste toujours des Chewa en 2015, c'est la première fois que je suis allé sur l'île, qui m'a dit Lucas, mais pourquoi tu viens pas aux Canaries au lieu d'aller faire tes petits trails dans la boue au mois de février, viens au soleil. Et c'est vrai qu'au final, quand on s'y prend bien, les billets d'avion, il y en a même pas pour 150 euros. Donc au final, on en a pour aussi cher d'aller à Gran Canaria qu'aller dans un trail quelque part en France, sauf que là-bas il fait beau quoi. Donc la décision est vite prise, effectivement. C'est ça. Et donc, à l'issue de cette première édition de la 360 à laquelle tu participes, il y a une drôle d'idée qui commence à germer dans ta tête pour l'édition suivante. Déjà, la première édition, j'y avais pensé. Je voulais le faire, mais je pensais pas que c'était réalisable. C'était d'enchaîner la 360, finir la 360 et enchaîner sur les 128. Parce que la 360, elle part le mercredi matin à 9 heures et les 128, ils partent le vendredi soir à 23 heures. Donc, je me suis dit, au niveau timing, ça peut être faisable. Donc, voilà l'idée. Et donc, tu mets en œuvre ce projet en 2018 et donc tu prends le départ avec cet objectif de réussir à enchaîner les 2 courses. Donc, rapide calcul C'est pour ceux ça. qui nous écoutent, mais on parle de près de 400 km de course avec seulement quelques heures de battement entre les deux. Comment ça s'est C'est passé ça. cette année-là? Cette année-là, j'étais déshydraté à l'arrivée de la 360 parce qu'il a fait très chaud, comme d'habitude à Gran Canaria. Voilà, on passe par des endroits qui sont chauds vers la fin de la course. Il faut savoir que sur l'île, il peut faire entre 5 et les 27-28 degrés selon les endroits. Il y a une dizaine de microclimats différents à Gran Canaria. Donc effectivement, cette année-là, j'étais un peu sec après la 360. Et quand j'ai pris le départ du 128,
je sentais que ça allait pas. Et puis, à un moment, au bout des 30, 40 kilomètres, je me suis arrêté parce que je voulais pas aller plus loin, je voulais pas me mettre en danger pour rien. Je sentais que ça allait pas. Mais ça, évidemment, c'est une situation que Lucas ne peut pas aimer, ça, d'être de rester sur cette non-réussite de cet objectif foot. Tu étais obligé de retenter le coup l'année suivante. Ah, bah, c'est ça. Ben après, moi, j'aime pas rester sur quelque chose d'inachevé, sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à. Voilà, sur un échec, c'est pas, on n'y reste pas. Il faut surtout que c'est quelque chose qui est faisable. Après, il faut savoir que la 360, tous les ans, les parcours ils changent. Donc Il tout change de dépend façon du parcours. significative ou c'est des petites alternatives? Non, non, il change complètement. C'est vraiment de façon significative. Il y a des années, la deuxième édition, c'était la plus facile, entre guillemets, la plus roulante niveau terrain. Et voilà, c'est vraiment des changements importants. Il y a des années où on a eu près de 80 kilomètres des chemins 60 ou 80 hors chemin et pistes marquées, c'est-à-dire de la pure navigation au milieu de rien. Il y a des années, on a 15-20 kilomètres comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très différent d'année en année et on découvre à chaque fois des coins qui sont vraiment très beaux. Et donc là, avant d'embarquer pour l'édition 2019, avant de te diriger vers les Canaries, tu es dans quelle disposition? Tu es plutôt confiant sur ta capacité à y arriver et physiquement, tu te sens très bien? Comment tu es à ce Euh, moment-là? Moi, j'étais bien pour 2019. Alors, 2018, c'était particulier. 2018, j'avais pas, les petits venaient de naître. Je suis venu à Gran Canaria tout seul un peu au dernier moment parce que forcément, ma femme, elle n'a pas pu faire les déplacements avec les petits. Donc, c'était un peu dans un état un peu particulier. J'ai pas pu la préparer non plus comme je voulais. Alors que 2019 et 2020, on est arrivé quoi, 2 semaines et demie en avance. On a reconnu le parcours. On a fait pas mal des choses pour que ça se passe bien, en fait. 2019, j'étais venu en janvier. On a fait 2 semaines en janvier lors d'une autre course et j'en ai profité pour faire quelques balades, même si on connaissait pas encore le parcours. Et en février, on est revenu, on va dire, je crois que c'était le 7 février pour la course qui était début mars. Hein. Comment ça se passe les repérages en fait? Comment tu décides des segments que tu vas aller étudier plus particulièrement? Quelle est ta stratégie Euh, pour identifier un peu en amont le Après, parcours? je connais bien l'île. Je commence à bien connaître. Donc, quand je regarde comment dire, les traces qu'ils nous donnent, je vais chercher toujours les coins qui sont un peu les plus durs. Parce qu'il y a des endroits que je connais bien, et des endroits où c'est pas forcément indispensable d'aller reconnaître. Il y a des endroits où il faut parce que je sais que ça va être compliqué au niveau de la navigation. Donc, j'ai choisi d'abord ces endroits-là et puis j'essaie de choisir aussi les endroits où on passera la nuit, on va dire. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton entourage familial et de l'accompagnement sportif aussi de l'équipe qui t'entoure sur cette édition 2019? En 2019, il y avait Céline, il y avait les petits, voilà, qui se baladaient avec elle. Il y avait ma mère qui était là, qui est venue faire des vacances à Gran Canaria et puis elle s'est amusée à me suivre. Et après, on avait d'autres amis, Rossano, qui était là. Voilà, c'est un peu quelques copains qui faisait de Rossano, il faisait le 128. D'ailleurs, il a fait entièrement avec moi. Donc voilà, c'est vraiment. Mais quand je me fais suivre dans la course, c'est pas vraiment pour m'aider au ravito. Hein, c'est vraiment pour le plaisir d'avoir quelqu'un aux différents points, parce que c'est pas pareil. Et donc là, on est le jour J, le 20 février 2019. Est-ce que toi, tu ressens une appréhension particulière au moment de prendre le départ pour ce grand défi qui s'offre à toi? Non, pas vraiment. En fait, moi, chaque fois, c'est ce que je me dis. D'abord, il faut terminer la première. Pour avoir fait toutes les éditions, je sais qu'il y a la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à l'heure pour le départ de la deuxième, en fait. Donc, ça sert à rien entre guillemets, de se faire mal ou de se casser la tête à se dire je vais partir sur la deuxième. Il faut déjà faire bien la première. Surtout que quand tu regardes bien des classements, je te prends 2017, on est deux ou trois à pouvoir partir sur la deuxième. Donc, quand on est en tête de faire les deux, en gros, c'est comme de se dire je vais gagner la course. Donc c'est un peu, c'est un peu prétentieux, j'ai envie de dire. Donc moi, je me dis déjà, je fais la première, je verrai comment ça se passe, et puis on verra pour la deuxième. Faut pas se mettre en tête, ah ben non, je vais louper la deuxième, parce que sinon, voilà, c'est l'année où on a été les plus à finir dans les temps pour partir pour la deuxième, ça doit être cette année ou l'an dernier, je pense. Et où on est 5 ou 6 qui auraient à pouvoir partir sur la deuxième course. Mais voilà, 5 ou 6, ça veut dire que c'est
par rapport au timing, c'est pas à la portée de tout le monde. Bon, donc ça y est, le départ est lancé. Tu prends pas le départ tout seul d'ailleurs, tu es accompagné avec toi par deux amis. Comment se passe le début de course avec eux et les 15 premiers kilomètres? Bah, l'année dernière, ça s'est bien passé, hein. On a papoté un peu, on a avancé tranquillement avec les amis. Les premiers kilomètres, ils sont toujours faciles. C'est là où il faut faire attention. Puis c'est là où on voit ceux qui ont plus ou moins étudié le parcours. Nous, on savait par exemple, qu'il y avait un tunnel au 15e kilomètre avec de l'eau. Voilà, il y avait 3 kilomètres dans 20 à 40 centimètres d'eau. De Donc, on l'eau avait gelée d'ailleurs, de prévu. ce que j'ai pu lire. Ouais, de l'eau gelée, oui. On avait prévu de changer de chaussures et tout ça, ou alors de se protéger les pieds. Il y en a d'autres qui ont fait 120 km après avec des pieds mouillés parce qu'ils avaient mis les chaussures à la deuxième ou troisième base de vie. Donc, Et vous passez par des tunnels qui durent des kilomètres et des kilomètres, si j'ai bien compris. C'est des tunnels les pieds dans l'eau qui s'éternisent un peu. au Canada, il y a deux types de tunnels. C'est soit les tunnels autoroutiers, soit des aqueducs. Donc, comme nous, on court pas dans les tunnels autoroutiers, ben, quand on voit dans le roadbook rentrer dans le tunnel, on se doute bien qu'il peut y avoir de l'eau. C'est pas dit, mais souvent il y en a. Donc là, les 3 premières heures de course se passent plutôt bien. Alors, pardon pour les hispanophones qui nous écoutent. J'ai fait allemand et anglais comme langue à l'école, donc je ne sais pas parler espagnol. Donc, désolé pour la prononciation. Et donc, après 3 heures de course, toi, tu rejoins le premier ravito avant de t'élancer vers Mogan, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, pas de ravito, hein. Là, c'est des bars et des restaurants qu'on trouve sur la route. Oui, c'est ça. Oui, c'est effectivement l'idée de semi-autonomie, c'est que vous êtes autonome et que vous pouvez aller au supermarché faire vos emplettes C'est ça, ou rentrer dans un exactement. café. Voilà. D'où l'importance pendant les réco aussi de regarder où ils sont les supermarchés, les restaurants et tout ça. Et Et les oui, horaires d'ouverture. et effectivement, et je l'ai lu dans le compte-rendu de ta course, c'est aussi un point à avoir en tête la nuit, quand ce type de commerce est fermé et où tu peux te retrouver effectivement sans rien. Il faut bien anticiper aussi les heures de la nuit où tu pourras pas aller te ravitailler comme il faut. C'est ça, exactement. Donc là, tu repars en direction de Mogan. Tu passes même une commande pour l'étape d'après, pour de la C'est spécialité ça, locale, les papas Araguada. c'est ça, exactement. Donc, en arrivant sur les hauteurs des Mogan, moi, j'avais pris les numéros de téléphone du resto, hein, parce que je savais qu'il y avait un restaurant sur la route. Et donc, du coup, bah, à peu près à une demi-heure du resto, j'étais avec deux autres coureurs. Je leur ai proposé s'ils voulaient des pommes de terre aussi. Et j'ai appelé le restaurant pour commander ça dans une demi-heure. Comme ça, on est arrivé au restaurant, on s'est assis, et puis voilà. D'accord, une commande à emporter. C'est pas eux qui te livrent, c'est toi qui allais jusqu'à eux pour aller récupérer ce petit mets Exactement. Bah, on traditionnel des s'est assis, Canaries. Est-ce c'est que c'est ça. bon ou est-ce que c'est plutôt pour se donner du stock pour pouvoir s'élancer sur la course ensuite? C'est bon, voilà, c'est les deux. C'est les deux. C'est des bonnes petites pommes de terre assez salées avec une sauce un peu relevée. Mais ça passe très très bien en fait. Et puis surtout en course, ça donne assez d'énergie, hein. C'est un peu comme l'autre spécialité des Canaries, les gofios, c'est pas mal aussi. C'est des gaufres au chocolat, c'est ça les gofio? Non, les Non, pas du gofios, tout. c'est une farine. C'est une D'accord. farine de maïs et d'autres céréales, en fait, qui se mélangent avec de l'eau bouillante, avec du bouillon, avec pas mal de choses. Ça peut se manger sous forme liquide, de purée, ou alors ça peut se faire mettre un peu plus solide. C'est assez intéressant comme plat. Bon, jusqu'ici, tout se passe bien. Globalement, voilà, tu passes la montée après Tazart et la nuit commence à s'installer peu à peu. Vous arrivez, donc tu es avec Claudius, c'est ça, un de tes amis qui est roumain, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein. Lui, je l'avais rencontré l'année d'avant, et puis on se recroisé là. On a fait un bon bout jusqu'à là, on a fait ensemble, hein. Et donc vous arrivez ensemble à la première base de vie à la LDR. Vous avez parcouru à peu près 75 km et déjà avalé 4000 mètres de D+. C'est ça. Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tous les voyants sont au vert? À ce moment-là, oui, tout va bien. J'ai fait ce que je voulais. J'ai bien géré ma course. Je suis pas, j'étais assez content. Tout se passait bien en fait. Et puis la famille est là en Je plus dirais, sur les bases de vie pour t'encourager et te faire des câlins. oui, c'est ça, c'est ça. Il y a Vivien qui mange les ravitaux avec moi, hein. D'accord. Donc,
Voilà, Il t'a piqué des papas arrugada ou pas? Non, il t'en restait plus. Tu avais déjà tout mangé. bah, il pique un peu de tout, lui. À chaque fois, il prend des trucs. C'est le week-end dernier en Belgique, j'ai pris un plat de pâtes, il a mangé la moitié. Et il venait de manger. Il faut en laisser à papa quand même, il en a besoin, il tape un peu dans les réserves, papa, quand même. C'est ça. Ouais, et donc là, tu repars avec Claudio pour un long passage de nuit. Là, vous avez 55 km et 5000 mètres de D+, en direction de Artenara qui vous attendent et qui est la deuxième base de vie. Comment se C'est ça. passe cette portion-là de nuit? Est-ce que toi, d'ailleurs, est-ce que c'est un exercice qui est problématique pour toi ou qu'au contraire, tu trouves plutôt agréable et apaisant? Alors moi, la nuit, j'adore. J'adore, j'arrive à bien courir la nuit. C'est le moment où j'arrive à accélérer, j'arrive à avancer. Franchement, ça se passe bien. Cette partie-là du parcours, je l'avais reconnue. Donc j'ai fait quoi? J'ai dû faire une quinzaine de kilomètres avec Claudio. Après, je l'ai laissé parce qu'on est arrivé sur une partie que je connaissais par cœur. Quand on a fait les premiers 15 kilomètres, après, je connaissais tout le parcours. Du coup, pas besoin de se guider au GPS. J'ai éteint ma frontale parce que c'était pleine lune et j'ai accéléré. Et je crois qu'on était parti, on devait être 20e à l'Aldea. J'arrive à Artenara, je devais être 7e, je pense. Voilà, ça s'est très bien passé. Moi, je me suis éclaté toute la nuit à avancer comme ça, sans la frontale, sans regarder la trace, parce que je la connaissais tout simplement. Et puis voilà, ça s'est très très bien passé. Tu vis un moment d'ailleurs assez chouette. J'ai pu voir des photos là, arrivé au sommet. Attends, c'est après la crousse de Tereda, c'est ça? Avant 8 km qui Oui, t'amène à la base de c'est vie d'Artenara. Tu as droit à un paysage absolument merveilleux de ce que j'ai pu observer. c'est Un ça. beau On a eu souvenir. un magnifique lever de soleil. Et il y avait le photographe qui était là à ce moment-là en plus, donc c'est vraiment excellent. Le moment était parfait. Bon timing. Et donc là, tu as passé la nuit sans encombre, tu n'as pas dormi une minute, voilà, tu as eu le pas très alerte, tu as continué à vive allure. Tu arrives à la deuxième base de vie d'Artenara, tu as déjà 124 km derrière toi. Comment ça Ouais. va? Comment tu as encaissé cette nuit blanche? Est-ce que là encore, tu te sens tout à fait en contrôle? Bah, franchement, ça s'est bien passé. Tous les voyants étaient au vert, donc j'ai juste fait un ravito, je crois qu'il était assez rapide. Et puis on est reparti, je suis reparti tout de suite. Et est-ce que Non. est-ce que tu as quand même les yeux rivés sur ta montre et est-ce que tu vis constamment avec en tête cette idée d'arriver dans les temps ou est-ce que finalement tu te laisses aller de façon plutôt sereine et essayer de faire au mieux sans forcément regarder très fréquemment ta montre pour savoir si tu es à peu près dans les clous sur les objectifs et pouvoir arriver Non, suffisamment tôt? j'étais assez serein. J'ai pas vraiment regardé ma montre. J'étais pas la montre. J'ai commencé à la regarder vraiment. C'était quand le jeudi. Là, on était jeudi matin. Le jeudi soir, j'ai commencé à la regarder. Pour ça, quand j'ai vu que c'était faisable. Mais sinon, jusqu'à là, j'ai pas vraiment pensé à ça. Et donc tu arrives à Guia où tu vas faire un bref passage. Tu pointes alors en quatrième position. Donc petit à petit, tu as commencé à rattraper. Tu nous parlais de la 20e place tout à l'heure. Là, tu es à peu près, enfin, tu l'as su un peu après, mais tu es à une grosseur en fait du leader de la course. Oui, Donc voilà, tu arrives à accélérer et à reprendre du temps finalement à des prédécesseurs. oui, Et tu arrives ensuite donc fin de journée à Théor pour une très rapide pause, l'occasion également de saluer Céline, ta maman et Vivien. oui. Toujours impeccable physiquement, pas d'alerte. Oui, non, tout allait bien, tout allait très bien. J'étais vraiment content de comment ça se passait. Voilà, c'est pas d'alerte, rien, tout était bon. Et est-ce qu'en termes de paysage, est-ce que tu vois des choses, est-ce que c'est très varié au cours d'une même journée? Parce que là, on a raconté très rapidement, mais tu as quand même passé une journée dehors à courir. Est-ce que tu en prends plein les yeux? Est-ce qu'il y a une Ouais, variété qui est ouais. saisissante de Ouais, franchement, les paysages? paysages, ils sont, voilà, on part, la journée commence à Artenara, à peu près avant Artenara, les levées du jour, j'ai eu la course des Tégédas, c'est dans des pinèdes. On voit, voilà, toute la partie verdoyante de l'île. Artenara, on redescend vers Guilla, c'est un peu plus désertique, c'est un peu plus, avec les plantes un peu plus exotiques. On a vraiment des paysages très différents, un peu plus urbanisés. On est passé par un petit vallon avec très très verdoyant juste avant Terreur. Il y a tout un petit vallon qui est vraiment très très sympathique avec des lots et tout. C'est un petit cours d'eau qui passe au milieu, des plantes type tropicales. Tout c'est vraiment quelque chose de très varié, très très beau, Gran Canaria. Franchement, cette course m'a fait découvrir des coins vraiment très très beaux. Tu quittes Terror et la deuxième nuit commence à pointer le bout de son nez. Et là, tu commences à rattraper. En fait, tu vois au loin Joao, c'est ça qui est le leader de la course?
C'est ça. Là, j'ai rattrapé celui qui était les leaders, qui était passé en troisième position, 10 km des Valsecchio. Et à Valsecchio, j'ai rattrapé les deux personnes qui étaient en tête de la course, qui étaient Eugénie et Ivan. D'accord, oui, donc tu les rattrapes au kilomètre, on est quasiment au kilomètre 200. Tu as le droit d'ailleurs C'est à un ça. petit Secchio, c'est un petit moment que tu apprécies notamment parce que tu as le droit à des fruits qui te sont chers. C'est à Valsecchio, il y a des fraises. C'est la production des fraises des Grands Canaria. C'est des très bonnes fraises. En plus, faites d'une manière écologique. Ils n'utilisent pas de pesticides chez eux. Donc, en plus, c'est Faut pas sain. rêver mieux. Et voilà. Et du coup, on se régale. Et donc, effectivement, voilà, on arrive à Valsecchio. J'arrive, ils étaient sur le point de partir. Du coup, je me suis ravitaillé rapidement et on est reparti ensemble. D'accord, donc vous partez tous les trois à Vartente Niguada, c'est ça, pour C'est cette ça, deuxième nuit blanche. Est-ce que tu c'est arrives, ça. comment toi tu gères le manque de sommeil? Tu as une façon assez intéressante, je trouve, Bah, de gérer le Moi, en sommeil. fait, quand je suis fatigué, il y a deux options. Soit je m'arrête et je dors, mais pour faire une course qui fait 2 nuits maximum, 2, 3 nuits, on n'a pas vraiment besoin de dormir. Donc, moi, ma façon à moi, c'est d'accélérer un peu, de faire monter un peu le cardio. Et quand le cardio il monte, bah, du coup, on n'a plus envie de dormir, tout simplement. Hmm. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai accéléré un peu, j'ai fait monter le cardio. Et arrivé à Tintiniguada, j'ai vu que je m'endormais en fait parce que j'étais avec les deux autres qui n'avançaient pas au rythme que je voulais. Et à Tintiniguada, il faut savoir qu'on part pour monter à la Caldera de los Marteles qui fait à peu la montée. Le début de la montée fait à peu près 3 km et 800 mètres de dénivelé. Et c'est là où j'ai décidé d'accélérer en fait. Et du coup, j'ai avancé très vite et ça m'a réveillé pour le reste de la nuit, j'ai envie de dire. Et donc là, oui, tu as tes copains d'Oie qui t'attendent en haut pour filmer. Toi, tu veux pas faire de long feu et tu as plutôt envie de creuser le trou, c'est ça, et de continuer à Et c'est ça, accélérer. c'est qu'arrivé en haut de la Caldera, j'avais une toute petite avance. Et surtout, quand j'ai regardé le timing, je me disais, oui, bah, là, c'est là où j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, bah, c'est faisable, faut y aller, faut pas traîner. Et donc, je voulais pas perdre de temps. Et voilà, puis la place, en fait, c'est pas le plus important. C'est surtout de me dire, voilà, je voulais pas attendre, je voulais pas traîner. Tu continues ton chemin, tu vas entamer une descente vers Santa Lucia, on est quasiment au kilomètre 220. Tu es toujours un peu quand même attentif à ce qui se passe derrière, notamment Eugénie qui est plutôt douée en Oui, descente de ce que tu dis. c'est ça, je savais que Génie, il est fort en descente, mais je me suis dit, bah, je voulais que, en gros, je voulais que quand il arrive à la base vie des Santa Lucia, qu'il me voie pas, tout simplement. C'est psychologique, hein. Si la personne qui nous suit ne nous voit pas, bah, à un moment, il lâche l'affaire. Et donc Effectivement, je tu, ne ouais, tu savais décides pas. d'éteindre ta frontale pour cette raison-là en fait, c'est ça, pour que de ne pas être vu par tes poursuivants. Bah, là, j'éteins ma frontale aussi parce que j'adore ça. Et puis, quand il fait pleine lune, c'est beau. Et puis voilà. Puis là, il n'y a pas besoin de frontale. Et c'est vrai que les poursuivants, ils ne nous voient pas. Du coup, bah, ils n'ont pas d'indication, ils savent pas où on est. Et donc là, imperturbable, il est pratiquement 4 heures du matin, tu fais un passage express à la dernière base de vie de Santa Lucia, donc tu décides de ne pas faire de vieux os et tu t'élances pour les quelques 45 km qui te restent encore, et notamment un exercice pas très facile qui est à ce moment-là les 20-25 km de plat qui t'attendent sur la toute fin en fait de la course, c'est ça? C'est ça. La fin, c'était 25 km de plat de la plage jusqu'à l'arrivée. Et c'est vraiment quelque chose. Cette année-là, ils ont été forts. Ils nous ont mis beaucoup de plages et du coup, beaucoup de plats à la fin, ça fait mal. Ça fait mal. C'est dur. C'est dur. Je pense qu'il y en a, ils ont dû marcher tout le long. Ils ont dû trouver ça très, très, très long. Moi, j'en pouvais plus. J'ai commencé à être fatigué. Donc, je courais, mais parce que je savais que soit je courais, soit j'aurais pas pu terminer. C'était pas dans un très bon état, en fait. Où est-ce que tu arrives à retrouver les ressources mentales, tu vois, après plus de 200 km dans les pattes et puis des premiers soucis, tu souffres un peu du ventre notamment. Et puis bah, c'est ça, la lassitude. Comment est-ce que tu arrives à toi trouver des ressources? Est-ce que tu as des choses auxquelles tu t'accroches qui permettent d'avancer? Ou est-ce que c'est justement ça, de se dire bah, finalement, il n'y a pas le choix, et j'ai pas d'alternative, il faut que j'aille tout droit et le plus vite possible? Bah voilà, si on se dit déjà qu'on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter là, déjà c'est pas mal. Et puis on pense à ceux qui nous attendent à l'arrivée, un peu à comment ça s'est passé. Et puis là, je pensais aussi à la course du soir, hein. Je me disais, bah, plus vite j'arrive, plus j'aurai de temps pour me reposer et pour partir. Et donc le moment arrive où tu arrives. Il est bientôt 11 heures du matin et tu vois au loin un phare qui est donc le synonyme de l'arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe ton arrivée et l'accueil qui t'a été réservé? Je pense que tu as été pas mal évidemment acclamé et puis très, très sollicité à ce moment-là.
Ouais, j'ai eu un très bel accueil. J'ai eu beaucoup de monde qui était à l'arrivée. Toute la famille qui est là, les petits qui sautent dans mes bras. Euh, Ça s'est très bien passé. Alors après, moi, j'arrive jamais à me détacher de ça, à partir vite, comme ils font certains. Moi, il faut que je reste. Donc j'ai passé à peu près une heure et demie sur la zone d'arrivée à discuter avec les gens. On est allé manger, pareil, on a parlé avec tout le monde, fait plein de photos, des choses comme ça. Et au final, on est reparti de la zone d'arrivée. Il était 14 ou 15 heures. C'est un petit peu débordé. Oui, parce que c'est ça, en gros, tu C'est ça. as à peine une douzaine d'heures puisque le départ du 128 est donné à 11 heures le soir et que toi, tu y es arrivé un peu après 11 heures le matin. Le temps est C'est quand ça. même assez serré entre les deux. Et puis toi, ton seul objectif à ce moment-là, c'est de récupérer, en gros, de te mettre dans les meilleures dispositions pour après. Comment t'organises justement là, cet entre-deux? Quelles étaient tes priorités pour te remettre d'aplomb pour la suite? 15 heures, on est rentré à l'appartement. J'étais dans le lit en fait et j'ai dormi 3 heures. Donc voilà. Et ça Ensuite, a on eu a un effet mangé. bénéfique? Est-ce que tu as senti quand même le bénéfice de ça ou est-ce que c'était presque trop peu? Il fallait que je dorme, hein. Il fallait que je dorme. Moi, ce qui m'a fait abandonner aussi l'année d'avant, c'était le fait que j'ai pas eu le temps de dormir du tout entre les deux au final. Donc là, tu te sens finalement mieux, enfin psychologiquement, au moment de t'es lancé pour le 128, est-ce que tu as l'impression que tout est mieux aligné et que tu as appris des éditions précédentes et que là, le contexte est plus favorable? Pas, j'en savais trop rien en fait, parce que c'est toujours compliqué, c'est toujours une grande question. Déjà, je savais que j'étais pas déshydraté, et ça c'est un point très positif. Très important. Donc ça déjà c'était acquis, c'est déjà pas mal. Que j'ai réussi à me reposer quand même si c'est 3 heures. Après, j'appréhendais beaucoup les 2 nuits suivantes en fait parce que faut savoir qu'on est capable de passer 2, 3 jours sans dormir. Ça on peut le faire. Quand je dis tout le monde, c'est avec entraînement, tout le monde peut y arriver. Maintenant, là, j'allais en passer au moins 3 et demi, quoi. Moi, ma Ouais. peur, c'était justement entre la troisième et la quatrième nuit, qu'il y a un moment où j'ai vraiment envie de dormir. Et le problème, c'est que la 4e nuit, quand on a envie de dormir, qu'on s'endort, on ne s'endort pas pour 5 minutes, on s'endort pour 7, 8 heures. Donc, c'est pas pareil que la micro-sieste. Si on veut faire Oui. des micro-siestes, il faut limite en faire dès la première nuit, dès qu'on a un petit peu de fatigue, se poser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure pour dormir. Et voilà, là, c'était pas le cas. Et donc là, tu t'es lancé, en fait, vous partez à trois, c'est ça? Tu es avec un de tes amis qui s'appelle C'est ça. Bernard et il y a Ross aussi qui est à tes côtés et C'est ça. qui t'attendait. Il y a Rossano et Bernard. Donc Bernard, lui, qui s'est pas entraîné du tout, en fait, ça faisait des mois qu'il n'avait pas couru, et je lui ai dit, tiens, je vais faire le 128. Donc lui, Bernard, lui, son tableau de marche, c'était la barrière horaire. Donc, comme je dis, moi, ça me convient. Voilà, c'est ce qui m'allait bien, parce que je savais que je n'aurais pas été très vite. C'est quelque chose qui est peut-être à laquelle tu es moins habitué, toi qui es souvent aux avant-postes, de devoir jongler avec cette contrainte qui est la barrière horaire. Est-ce que c'est un Moi, exercice moi qui n'est je pas regarde pas forcément les évident? barrières horaires, je regarde jamais. C'est vrai que là, j'étais bien aidé parce que Bernard, lui, il avait tout programmé. Il savait que la barrière, elle était, je crois que c'était du 4,5 ou 4,2 km/h jusqu'à Artenara et après, ça passait à 4 à l'heure. Donc, il avait vraiment tout analysé parce que lui, il connaît plus que moi ces côtés-là. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé parce que du coup, il savait où on en était à chaque fois au niveau barrière et tout ça. Et donc, voilà, on a pu gérer, à savoir qu'on est arrivé limite sur quelques barrières horaires. Il y en a une même, on n'avait pas noté la bonne, donc on est arrivé pile à la barrière. Voir, on a dépassé peut-être les 5 minutes. Mais voilà, ça s'est bien passé quand même. Il a fallu jongler. Ouais, Et donc oui, juste pour reparler peut-être d'une des nuits et la dernière nuit, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as été quand même contraint à ce moment-là. C'était donc ta quatrième nuit dehors, si je ne dis pas de bêtises. Tu as été contraint de faire deux courtes mais indispensables siestes, même de quelques minutes pour ouais, pouvoir enchaîner. ouais. La troisième nuit, c'était la nuit du départ du 128. J'ai fait deux micro-siestes par terre dans le chemin parce que j'ai titubé, je m'endormais, hein. C'est la fatigue qui nous rattrape. Et du coup, à un moment, j'étais avec les copains et je leur ai dit, je m'allonge, réveillez-moi dans 10 minutes. Et au final, je me suis réveillé avant à chaque fois. Donc voilà. Le soleil se lève et tu repars in extremis en direction de Presa de Los Perez, qui est au kilomètre 50, avec toujours cette pression de la barrière horaire C'est qui ça. va vous suivre pendant un certain temps. C'est ça. Après Los Perez, on y arrive, je crois, à 10 minutes de la barrière. On repart tranquillement quand même. On repart bien en forme avec Rossano. Bernard, à ce moment-là, lui, il en
pouvait plus, hein, il était bien fatigué et du coup c'est lui qui nous a dit de partir parce qu'il savait pas s'il aurait pu Vous avoir suivre. cette barrière horaire ou pas. Du coup, on est reparti avec Rossano, et là on a commencé à prendre un peu d'avance sur la barrière. Et là, tu avais déjà dépassé Terror, en fait, qui était assez tôt dans la course et qui était le lieu où tu avais dû abandonner l'année précédente. Donc, Oui, j'imagine que oui, tout à psychologiquement fait. aussi, Le terror, c'était très bénéfique. on l'a passé très vite parce que justement je voulais pas m'y arrêter. Je me suis arrêté parce qu'ils sont super sympas là-bas, qu'ils ont un bon ravito, et franchement ça se passe très bien, mais je me suis pas arrêté longtemps. Et puis, tu étais déjà passé là à la veille, en fait, pour l'autre course. Oui, c'est ça. J'étais passé la veille, j'avais profité, j'ai pris un bon sandwich avec leur chorizo, c'est une spécialité locale de là-bas. Puis voilà. Et donc là, tu repars, en fait, vous repartez tous les deux. Tout se passe globalement bien jusqu'à Teredac et au kilomètre 75. Est-ce que là, tu commences à te dire que ça y est, c'est fait, le défi que tu t'es lancé, tu vas le réussir? Franchement, non. Non, jusqu'au bout, j'avais, à Tereda, j'ai commencé à voir qu'il était déjà 17 heures, hein, voire 18 heures, je sais plus quelle heure il était, mais c'est là où je me suis dit, bon, la deuxième nuit, on va quand même bien l'entamer. La deuxième nuit du 128, donc la quatrième nuit de mon aventure. Et voilà, et c'est là où je me suis dit, j'espère que je vais tenir le coup, j'espère que je vais pas m'endormir. Jusqu'au bout, j'avais ça en tête de dire, continue à courir pour pas s'endormir, en fait. Est-ce que ça t'arrive, dans le cas de fatigue extrême comme cela, d'avoir des hallucinations ou de voir des choses qui n'existent pas vraiment? Ça m'est arrivé au tort quelquefois. Ça peut arriver parce que on s'imagine des choses et puis on les voit forcément, hein. C'est surtout quand il y a un peu de brouillard ou quoi. Chaque caillou, on pense que c'est le ravito ou le refuge. On voit des animaux qui n'existent pas. On voit des personnes comme ça. C'est vraiment, ça peut arriver. Ce qui n'a pas été le cas sur cette course-là, tu l'as pas vécu. Non, non. Après une nouvelle étape, un nouveau stop, vous arrivez à 23h30 à Ayagores, qui est visiblement célèbre Oui, pour sa paella, donc ça c'est le moment agréable de la course. Mais par contre, c'est le moment où la situation est un peu plus difficile, avec notamment un faux plat montant qui est plutôt désagréable et une descente qui est très très irrégulière et inconfortable. oui, c'est ça. C'est ça. La Yagores, la fin après Yagores, elle est assez compliquée parce qu'il faut être, bon, pas être frais, j'ai envie de dire. C'est en fin de course pour tout le monde, hein. Mais c'est vrai que quand on est dans un état de fatigue comme ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Bon, donc là, vous arrivez au kilomètre 24, 124, pardon. Donc, c'est à Parc, si je dis pas de bêtises. Vous Oui, arrivez à oui. 2h30 ensuite. Enfin, vous élancez ensuite pour rejoindre la ligne d'arrivée que vous franchissez à 2h30 du matin. Comment ça se passe? Est-ce que Oui, vous oui. avez autant de monde à 2h30 du matin que l'avant-veille à l'heure du Alors, il n'y déjeuner? a pas tant de monde que ça, mais il y a quand même, à 2h30 du matin, il y a quand même une cinquantaine de personnes. Donc, c'est quand même assez énorme parce que voilà, c'est vrai que bon, il y a un peu toute mon équipe, hein, forcément, mais il y a aussi des gens qui sont venus pour me voir arriver. C'est que ça fait plaisir, hein, parce qu'à 2h30 du matin, généralement, il y a ceux qui viennent d'arriver et deux, trois accompagnants. Donc là, c'est assez exceptionnel. Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi, dans ces derniers kilomètres? Tu t'es senti dans un état d'euphorie et de plaisir incroyable? Est-ce que tu étais vraiment porté par la satisfaction Oui, oui, d'arriver au bout? c'est ça, oui, j'étais un peu dans un état un peu comme ça, où j'ai quelques larmes qui sont sorties toutes seules. J'étais un peu, voilà, j'étais content, je me suis dit, j'ai réussi, voilà, c'est vraiment particulier, oui. Et qu'est-ce que tu ressens une fois la ligne franchie? Le sentiment qui prédomine, c'est quoi? Tu te sens fier, simplement heureux? Tu te sens épuisé plus que tout? Enfin, qui bouillonne en Heureux, toi à ce moment-là? heureux et j'ai envie d'aller dormir. D'accord, Je ça pense se que ça, comprend. on va se coucher. Et donc, tu fais une très bonne nuit, j'imagine, et le lendemain matin, tu vas accueillir le dernier de la 360 qui a lui aussi continué son chemin pendant que tu étais sur le 128. Et Ouais, il y a c'est aussi ça. la remise des prix. Ouais, ça c'était un autre bon moment parce que l'organisation, bon, déjà ils ont mis une belle photo de Vivien et moi au niveau de l'écran, au niveau de la remise des prix. Et ils m'ont quand même appelé après la remise des prix du 128, ils m'ont appelé pour parler du fait que j'avais fait les deux courses. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Ils m'ont remis un petit trophée particulier par rapport à l'exploit que je viens de faire. Et c'est vraiment une attention assez particulière que tout le monde ne fait pas, hein, enfin, j'ai envie de dire, hein. Voilà, c'est pas un vrai challenge, c'est quelque chose de personnel. Donc c'est sympa qu'ils aient quand même pensé à parler de moi et puis à me féliciter par rapport à ça. Oui, Ça fait effectivement, plaisir. c'est une très belle attention. Ouais. Et un an et demi après, qu'est-ce que tu retiens de cet incroyable exploit? Qu'est-ce que tu en as aujourd'hui comme souvenir?
Ouais, c'est un bon souvenir. Je retiens que c'est jamais facile, que c'était très dur, mais je retiens aussi qu'on peut le faire. Donc voilà, tout simplement. Et est-ce que rétrospectivement, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Ou est-ce que tu crois avoir géré au vu du contexte de façon idéale la gestion de ces deux courses? Non, franchement, moi, je me fais pas beaucoup de plans quand je fais une course ou quoi. Moi, je fais ça tout comme ça au feeling, je peux pas vraiment penser à ça. Et en termes de récupération, comment est-ce qu'on récupère de 400 km et 4 nuits blanches? Combien de temps ça prend? Ben, on retravaille le lendemain, pas le lendemain, mais 3-4 jours après, on retravaille. Donc, on va au travail en courant et puis on reprend comme d'habitude. Bon, écoute, merci beaucoup Lucas d'avoir partagé avec nous avec autant de passion, de générosité et d'humilité cette incroyable aventure. Je suis sûr que nos auditeurs ont vibré autant que moi en t'écoutant partager avec nous cette course vraiment épique. On va parler maintenant de tes futurs projets et plus particulièrement de l'un d'entre eux. On enregistre cet épisode fin août et dans la continuité de ce que tu as accompli à Grande Canaria en 2019, tu as décidé de te lancer dans un défi fou avec une date de départ prévue le 31 août prochain. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, Gran Canaria était un peu le début de beaucoup de choses. C'est là où j'ai commencé mes courses un peu à l'étranger. C'est là où j'ai commencé à gagner des grosses courses aussi. Et il y avait quelque chose qui me passait en tête depuis quelques temps. Donc là, le 31 août, je vais partir depuis Agaete. Je vais faire les départs en fait de la première Transgran Canaria que j'ai fait pour m'amener au Roque Nublo. Et à partir du Roque Nublo, je vais enchaîner les 4 éditions de la Transgran Canaria 360. Comme elles sont toutes différentes, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de mettre les 4 à la suite. Et donc voilà le projet. Donc ça fait à peu près 1100 km avec 55 000 mètres à peu près de dénivelé positif. Donc voilà. Tu as déjà une idée du temps que tu projettes de mettre sur cette Grande Alors, Canaria, Grande Canaria 1000? au mieux entre 10 et 12 jours et au pire 14-15 jours. Et là, tu seras seul sur toute la durée du parcours? Alors, je vais être seul au niveau concurrent, j'ai envie de dire. J'ai des amis qui viennent m'assister. Donc ils viennent m'assister, mais j'ai demandé que j'ai pas plus d'assistance qu'il y a dans la course, c'est-à-dire aux bases vies tous les 30 à 70 km. Donc l'assistance se fera principalement aux endroits là où il y a les bases vies. Ce sera quelque chose de très léger parce que j'ai envie de les faire dans le même esprit que la course et puis j'ai envie surtout de passer, surtout les 2 premières éditions que je vais faire, j'ai envie de les passer un peu tout seul. Donc voilà, et ensuite de toute façon, c'est ce que j'ai dit aussi à mes copains, s'ils veulent venir faire courir un peu de kilomètres ou toute une 360 avec moi, à partir de la 3e, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Et au contraire, ça me fera du bien d'avoir du monde avec moi. Mais voilà, le principe, c'est ça. Ouais, c'est un défi incroyable. On va te suivre avec attention, en tout cas, sur cette Grande Canaria 1000. C'est un incroyable projet. Ça faisait un bout de temps que je l'avais en tête. Et puis je me suis dit, il faut le faire maintenant parce que si j'attends encore 4 ou 5 ans, 2500 km, c'est pas pareil que 1000. Hein. Est-ce que le fait que le programme des courses a été un peu chamboulé avec tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, ça t'a fait accélérer sur ce projet-là? En partie, mais c'est surtout que moi, je fonctionne comme ça. Moi, je fonctionne au congé sans solde. Donc oui, effectivement, quand on demande à son employeur des congés sans solde pour le mois de septembre qui commence à être la saison creuse, il nous dit oui. Et donc j'ai tenté comme ça. J'ai demandé 3 semaines de congés sans solde. Et puis j'avais besoin un peu de changer d'air. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Une avant-dernière question avant qu'on se quitte malheureusement. Est-ce qu'il y a des défis dans lesquels tu refuses de te lancer ou au contraire tu t'interdis rien pour l'avenir? Est-ce que tu vois des limites peut-être à tes capacités ou ce que tu pourrais faire ou au contraire tu as envie de te dire que rien n'est impossible pour toi? Pour l'instant, je me dis que rien n'est impossible. Après voilà, c'est les limites. Les limites, c'est nous qui nous les imposons. Hein. C'est si bête que ça, j'ai envie de dire. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère et qui te motive ou te guide dans la vie. Quel serait le motto que tu souhaiterais partager avec nous? Moi, c'est surtout prenez du plaisir. Franchement, c'est la chose la plus importante. Hein. Peu importe les résultats qu'on fait, la place qu'on a ou quoi, ce qui compte, c'est de faire ce qui nous plaît et c'est de prendre du plaisir en le faisant. Moi, c'est le plus important. Très bien. Écoute, merci Lucas d'avoir pris le temps de partager avec nous ta course épique à Grande Canaria. Je te souhaite bonne chance pour ton projet. Sois sûr on va te suivre avec attention et beaucoup d'admiration. Et puis je te souhaite évidemment beaucoup de bonheur dans toutes tes futures échéances sportives et personnelles. À très bientôt Lucas. À très bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt. Et merci à tous. À bientôt. Salut, merci.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.